Pour moi, c'était déjà un pur bonheur de pouvoir retoucher un élastique, alors que aujourd'hui tu me donnes un élastique, qu'est-ce que je vais faire de ça? J'avais des objectifs qui étaient très élevés, mais du coup j'avais pas d'autre choix, quoi. Il y avait pas de plan B, c'était ça ou rien. Je voyais pas ça comme un business du tout. Et d'ailleurs, pendant plus d'1 an, j'ai fait des vidéos sans gagner un centime. J'ai utilisé toutes mes économies pour acheter cet appartement-là à Miami. Donc, je vais faire en sorte de tout faire pour pouvoir avoir mon visa et ma carte verte ensuite. J'avais pas d'autre choix que de devenir pro. J'ai chopé une maladie nosocomiale donc à l'hôpital. C'est un truc qui arrive une fois sur peut-être 10 millions, je sais pas, mais c'est tombé sur moi. Et cette bactérie, ça m'avait bouffé du coup une partie des disques et des vertèbres. Pour te montrer que tout était possible et de me lancer le méga challenge de ma vie, j'ai décidé de me repréparer pour une nouvelle compétition en classique physique. Je pense que c'est quasiment le meilleur physique que j'ai pu atteindre en compétition. J'ai pas fait de classement, peu importe, mais en même temps, c'est pas ça qui comptait, tu vois. Ouais. C'était vraiment de pouvoir remonter sur scène et d'afficher un physique plus que correct. Bienvenue sur Unlimited Talks, un podcast où on apprend ensemble à devenir meilleur. Moi, c'est vrai, mais il y a quelques années, j'ai décidé de changer de vie parce que je me sentais pas à ma place et que je voulais plus. Dans cette quête de changement, je me suis souvent demandé ce qui fait la différence entre ceux qui rêvent d'une vie inspirante et ceux qui osent vraiment la construire. Pour le comprendre, j'ai décidé de partir à la rencontre de ceux qui osent, qui passent à l'action et qui m'inspirent. Dans ce podcast, je t'embarque avec moi dans ces échanges pour qu'on apprenne ensemble de leurs galères, de leurs réussites et de leur parcours. Et au passage, tu vas voir que je suis pas encore un pro, j'ai décidé de me lancer et d'apprendre en faisant. Le prix à payer, c'est que je te sors des podcasts qui sont pour le moment pas parfaits et tu verras au fur et à mesure de ces épisodes que je vais m'améliorer. D'ailleurs, j'en profite, si tu veux suivre ces échanges et suivre mon aventure, n'hésite pas à t'abonner. Aujourd'hui, je reçois Julien, qui à la base était simplement un youtubeur pour moi, avec qui j'ai découvert tout le monde de la musculation, qui est devenu par la suite mon coach et mon mentor dans la musculation et dans le lancement de mon activité. Ça a été la toute première personne que j'ai eu l'occasion d'interviewer. Tu vas voir que j'étais pas vraiment très à l'aise lors de cette interview, mais franchement, notre échange était pépite. Je te laisse le voir, moi, je m'occupe de ma séance et je te récupère à la fin. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui chez Julien pour le premier interview sur la chaîne. Donc dans cette interview, je vais poser des questions à Julien dans le but de pouvoir comprendre comment il fait pour toujours se dépasser et se challenger pour atteindre des objectifs. Donc salut Julien. Salut Jérémy, merci pour l'invitation. Merci à toi de m'accueillir chez toi dans ce cadre assez sympa. Avec plaisir, avec plaisir. Alors première question, je sais que tu fais plein de choses dans ta vie. Je voudrais que tu te présentes en 1 minute. En 1 minute, waouh. Ouais. Pour aller à l'essentiel. Alors, aller à l'essentiel, je dirais qu'aujourd'hui, je suis entrepreneur dans le domaine du fitness et de la formation en ligne. Voilà, j'ai créé ma chaîne YouTube il y a une dizaine d'années et je suis FBB Pro. Quoi dire de plus, je suis passionné, forcément, d'entrepreneuriat, de coaching, de fitness, de plein de choses en général et puis j'aime bien me dépasser dans la vie de tous les jours et atteindre me lancer des challenges, disons. Donc je m'en suis lancé par le bodybuilding et aujourd'hui je me lance des challenges un petit peu plus dans le domaine entrepreneurial, on va dire. Ok. Et quand tu parles des challenges du bodybuilding, qu'est-ce qui t'a fait choisir cette voie-là? Oula, ça remonte à de nombreuses années. Si tu veux, c'est depuis que je suis ado. De toute façon, c'était j'avais peut-être 13-14 ans. Je commençais forcément à me passionner de bodybuilding parce que je voyais les films à l'époque d'Arnold, de Van Damme, aussi tous les superstars hollywoodiennes de l'époque, des films d'action avec Stallone et tout ça. Et je trouvais leur physique vraiment impressionnant. Et puis à l'époque, j'avais pas trop confiance en moi, tu vois. Et pour moi, ça a été la façon de me dire si j'atteins leur physique, si je m'en rapproche du moins, j'aurai une plus confiance en moi dans la vie de tous les jours. Et c'est ce qui fait que je me suis lancé à fond à l'âge de 13-14 ans à faire des pompes dans ma chambre, des abdos, des dips et tout ça, au taquet parce que j'avais rien d'autre. Et en plus, je me cachais parce que j'avais peur que mes parents me voient et qu'ils se demandent ce que je foutais. Et j'avais peur du regard des autres et tout. Donc, du coup, j'ai commencé comme ça, un peu en me cachant. Enfin, puis c'était ridicule parce que finalement, je voyais ma mère s'entraîner souvent aussi, même devant la télé. Elle avait ses petites haltères, ses poids à la maison, elle faisait ses abdos et tout. Donc, ça m'a toujours inspiré, tu vois. Et voilà, en fait, c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis après, j'ai commencé à aller en salle vers 16 ans, 17 ans. Et puis voilà, aujourd'hui, j'ai bientôt 43 et j'ai pas lâché. Et c'est surtout, je pense, c'est ça la clé du succès dans n'importe quoi, que ce soit la musculation, le sport, le business, c'est de pas lâcher en fait ce qu'on est en train de faire et d'aller jusqu'au bout, quoi. Ok. Ouais, les abdos dans la pompe le soir, les abdos dans la chambre le soir, ça me parle aussi, j'en ai fait quelques-uns. Toi aussi, c'est vrai? Ouais, j'ai pas duré de quand j'étais adolescent, je me suis arrêté quelques années, mais c'est vrai que c'est quelque chose
je pense, qui a fait que je me suis lancé ce défi-là à l'époque et puis après voilà, de fil en aiguille, j'ai vu que je commençais à avoir des résultats et puis voilà, après au fur et à mesure où tu commences à avoir des résultats, tu continues, tu as envie d'encore plus et puis voilà, puis ça devient une passion et après tu lâches plus quoi. C'est ça. Ouais, je comprends. C'est ce que j'ai vécu depuis 2021. D'accord. Quand je me suis remis, mais c'est vrai qu'avant, pas du tout, parce que c'était cyclique. J'étais hyper motivé, puis je voyais pas de résultats, j'arrêtais. Et depuis 2021, où je me suis vraiment mis dans la démarche focus, avec la diète, le sommeil et l'entraînement, pareil, c'est devenu la passion c'est ça. qui est prédominante. C'est qu'au début, les premières semaines, c'est peut-être un petit peu difficile parce que tu mets en place des routines, tu mets en place de nouvelles choses que tu n'avais pas forcément l'habitude de faire. Et après, ça devient naturel. Et d'ailleurs, il y a plusieurs études scientifiques qui disent ça, qu'au bout de 21 jours d'une mise en pratique d'une certaine routine, après, elle devient habituelle. Et du coup, ça devient beaucoup moins difficile. Tu te forces moins à le faire, ça devient plus naturel. Et ça fait partie de toi, ça fait partie de quelque chose. Donc c'est pour ça que quand on me dit mais comment tu fais pour garder cette discipline, manger tous les jours ça, t'entraîner tous les jours comme ça et tout ça, au bout de tant d'années, tu dois être saoulé. En fait, ça fait partie de moi, quoi. Ça fait partie de ma vie et si je le fais pas, je me sentirais pas bien. J'aurais l'impression d'avoir raté quelque chose de ma journée, tu vois. C'est plus dur de pas le faire que de le faire. Exactement, c'est ça. Je comprends. C'est exactement ça. C'est ça. Ok, donc du coup, tu as commencé vers 13-14 ans avec des ados dans la chambre. Ouais. Tu as commencé à aller en salle vers 17 ans. Ouais, 16-17 ans par là, ouais. Et du coup, qu'est-ce qui nous a amené à toi à Las Vegas avec cette photo? Déjà, est-ce que tu reconnais la photo? Ah oui. Ah bah oui. Ça, c'était... alors, je sais plus exactement la date, tu dois l'avoir certainement. Donc là, c'est la photo avec mon pote Stan. Là, on n'était pas encore pro, je pense, ni l'un ni l'autre à l'époque. Il me semble, hein, ou plus. C'était 2014. 2014. C'est ta toute première chaîne vidéo. 2014, alors j'étais chez Musclemania. Je concourais en catégorie du coup muscle modèle d'abord et ensuite en men's physique. Les catégories venaient tout juste de sortir en fait, parce que j'ai commencé les compétitions de bodybuilding en 2004-2005 et à l'époque il y avait absolument pas de tout ce qu'il y a aujourd'hui en fait. Si tu veux, c'était dans des gymnases pourris en France où il y avait vraiment que des passionnés purs et durs. On n'avait pas de téléphone à l'époque, hein, donc on prenait pas des photos comme ça, et encore moins de réseaux sociaux. Donc on faisait pas les trucs pour les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les gens font des compétitions pour les réseaux sociaux généralement. Et à l'époque, on faisait vraiment ça par pure passion. Et on partageait pas les photos. On n'avait pas Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, etc. Donc c'était vraiment, c'était vraiment pure passion. Et sauf qu'après, voilà, j'ai fait mes études aussi dans le sport, master STAPS, etc. Et ça m'a pris quand même des années. Et c'est vrai que le bodybuilding, c'est vraiment, tu es obligé de te donner à fond dedans et c'est compliqué d'être à fond dans les compétitions de bodybuilding et de faire des études à côté. Donc c'était l'un ou l'autre et j'ai choisi d'avoir les études du coup forcément. Et master STAPS, etc. J'ai passé aussi tous mes diplômes du coup de préparateur physique de sportif de haut niveau et tout ça au CREPS. Donc ça a duré plus de 7 ans. Du coup pendant cette période-là, j'ai fait une pause des compètes. Et après cette période-là, justement, c'est là que j'ai commencé à comprendre qu'il y avait de nouvelles catégories qui se créaient, donc modèle justement fitness, muscle modèle, men's physique, etc. Et du coup, ça m'a attiré parce qu'en fait, le bodybuilding, c'était devenu, ça commençait déjà à devenir un peu hors norme, et je voulais pas justement être, énorme en fait, comme tu voyais les gars de 130, 140 kilos à Olympia et tout ça. Ça m'attirait moins, quoi. J'avais pas forcément envie d'être comme ça. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est justement d'atteindre des physiques un peu plus athlétiques, qui parlent un peu à tout le monde aussi. Et voilà, c'est ça qui m'attirait, des physiques vraiment plus harmonieux, symétriques et tout ça. Et quand j'ai vu cette catégorie-là, je me suis dit, bon, waouh, c'est cette catégorie-là que je veux tester et je veux essayer de faire. Et du coup, c'est là que j'ai commencé, quand je suis parti aux États-Unis, à concourir à Miami d'abord, en muscle modèle. Et du coup, cette compétition, donc là, cette photo-là que tu me montres, je pense que c'était au retour de Las Vegas, où j'avais concouru justement en muscle modèle et en men's physique à Musclemania. On avait concouru tous les deux, il me semble, avec Stan. Et sur le retour de la compétition de Las Vegas, on s'était arrêté au Gold Gym. Et le Gold Gym, pour moi, c'était... c'est toujours d'ailleurs, c'est la mecque du bodybuilding, c'est là où Arnold s'est entraîné pendant longtemps, où il s'entraîne encore aujourd'hui.
Et je l'ai rencontré d'ailleurs cette année-là, pour la première fois. C'est une des photos à suivre. T'as une photo à suivre? Bon, on en parlera après alors du coup. Mais là, pour le coup, ouais, cette photo avec Stan, forcément, je me rappelle énormément parce qu'on avait fait, je crois que c'était une de mes premières vidéos de ma chaîne en fait. Première. C'est la première? J'ai dû scroller beaucoup pour l'avoir. D'accord, donc c'est la première. Parce qu'il y a eu beaucoup de vidéos. Ah ouais, c'est la première, ok. Donc en fait, si tu veux, c'était, je me rappelle très bien en plus avec quoi on avait tourné. Donc bien sûr, c'était à l'époque, c'était ma femme Marjorie qui tournait, qui nous filmait, et on avait des caméras. Alors c'est pas les caméras VHS, hein, j'en suis pas là non plus, mais c'était vraiment les caméras, tu sais, où tu les prenais avec la main comme ça et tout, et c'était les premières caméras numériques. Mais waouh, c'était des trucs. Aujourd'hui, ça n'existe plus, ça, c'est fini. Et maintenant, on a les téléphones et puis. Ah ben c'est ça. Non, là on filmait pas avec les téléphones et tout ça, c'était pas du tout le truc. Mais à l'époque, je me rappelle de cette première vidéo. Je sais pas si tu l'as vue cette vidéo-là, mais on parle quasiment pas dans la vidéo. C'est que de l'entraînement en fait, parce que mais en fait, je me sentais tellement pas à l'aise devant la caméra que j'arrivais pas à m'exprimer, j'arrivais pas à parler. Et du coup, pour moi, c'était un petit peu compliqué. Donc c'était juste un entraînement. Et c'est vrai que les premières vidéos de la chaîne, c'était un peu ça. Et c'est qu'à partir du moment où j'ai commencé un petit peu à parler et à me dévoiler que la chaîne a commencé à marcher. Qu'est-ce qui t'a poussé à lancer ta chaîne YouTube? Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à lancer ma chaîne? C'est vrai que, alors j'ai commencé à partager sur Facebook au début mes compétitions en fait. Donc j'ai commencé à partager les photos de mes compétitions, donc les Musclemania. Mais c'était du coup à cette période-là à peu près entre 2013-2014. Et puis je voyais que ça commençait à bien marcher sur Facebook parce que j'étais aussi un des premiers Français à faire ce genre de compétition. Aux États-Unis en plus, il y en avait très peu, voire pas du tout même. Je pense que j'étais un des premiers à faire ça, avec Stan d'ailleurs. Et du coup, au Gold Gym là, justement, quand j'ai rencontré j'ai rencontré Jamo, donc de Gemcore, tu connais évidemment. Et c'est lui justement qui avait vu mon parcours et on lui avait parlé de moi parce que forcément il n'y avait pas de Français qui concouraient aux États-Unis et donc le seul qu'il y avait, il avait eu des échos que justement il y avait un petit Français qui commençait à faire des compètes aux États-Unis et tout ça. Et du coup on s'est rencontrés une première fois au Gold Gym, et là il m'a dit mais en fait tu devrais partager ce que tu es en train de faire parce que les gens ils vont vraiment adorer, tu devrais commencer justement à faire des vidéos là-dessus et tout ça. Et moi j'avais je me suis dit mais waouh, je me vois pas faire ça, c'est pas trop mon truc et tout. Et du coup il m'a invité dans son studio dans son petit gym qu'il avait à l'époque du coup à côté de Los Angeles pour tourner 2-3 vidéos pour sa chaîne à lui. Et donc il a commencé à me présenter, on a fait quelques petits trainings ensemble, des petites vidéos assez courtes, et du coup c'est lui qui m'a un petit peu mis le pied à l'étrier en me disant que j'avais quelque chose à apporter aux autres, tu vois. Et du coup je me suis dit bon, ma foi, pourquoi pas, je vais essayer. Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire cette première vidéo avec Stan. Et après très vite j'ai fait des deuxième ou troisième vidéos avec aussi un Américain qui était assez connu à l'époque, donc Rob Riches. Et lui qui concourait aussi dans ce genre de catégorie-là. Et du coup, je me suis mis tout de suite dans le bain, à faire une première vidéo avec cet Américain-là. Puis on en a fait une pour sa chaîne, une pour la mienne. Et puis voilà, de fil en aiguille, après, je me suis pris au jeu finalement et j'ai commencé à partager mes compétitions et puis mes entraînements, ma diète, etc. Puis petit à petit, au fil des années, mon expatriation aux États-Unis, les difficultés que j'ai eues pour mes visas, enfin bref, un peu tout. Et voilà, donc ça a pris un peu plus d'ampleur après. Du coup, c'est plus une opportunité que tu as saisie suite à ce que Gemcore t'a proposé? Ouais, plus ou moins, parce que si tu veux, je voyais pas en fait ça du tout. Je voyais pas ça comme un business du tout à l'époque, parce que j'avais déjà mon business en ligne. Parce qu'il me fallait forcément une source de revenus pour pouvoir vivre aux États-Unis. Quand tu pars du jour au lendemain comme ça, forcément j'avais déjà commencé à construire mon business de coaching en ligne il y a plus de 20 ans maintenant, puisque je suis parti aux États-Unis il y a 13 ans. Donc je pense que même j'étais un des premiers, pas le premier, mais j'étais, je pense, un des premiers à faire du coaching en ligne. Aujourd'hui il y en a énormément, mais à l'époque il y en avait très peu. Et c'est ça qui m'a permis de pouvoir vivre au début aussi aux États-Unis. Du coup, avec le travail à distance, c'était génial.
mais je voyais pas la chaîne YouTube. Je j'avais pas encore la vision que ça pouvait m'apporter, tu vois, des revenus en fait. J'avais vraiment absolument aucune idée de ça. Et d'ailleurs, pendant plus d'1 an, j'ai fait des vidéos sans gagner un centime et sans non plus même penser que ça pouvait m'apporter quelque chose, tu vois. C'était juste Donc pour partager. c'était vraiment pour partager ce que je faisais et puis voilà, puis je suis rentré dans le truc, ça m'a plu et puis voilà, ça me motivait aussi. Je voyais que les gens répondaient positivement et que c'était cool, donc je me suis pris au jeu, quoi. Ouais. C'était un Totalement. cercle vertueux où tu nourrissais les gens, ça te nourrissait Ouais, c'est ça. et ça tournait. C'est ça. Ouais, ouais, Ok. ouais. Intéressant. Mm. Et tu t'attendais à avoir autant de succès sur les réseaux? Absolument pas. Non, non, j'avais vraiment pas du tout, même pas la volonté en fait finalement de ça, parce que ma volonté c'était mon objectif c'était de passer pro et puis de suivre le parcours d'Arnold et pas d'avoir des followers ou des gens qui allaient voir mes vidéos ou autre, tu vois. Donc pour moi j'avais vraiment l'objectif en tête très précis. Qui était d'avoir ma carte pro, d'avoir mon visa pour pouvoir rester aux États-Unis et voilà, pour moi c'était ça, quoi. Puis éventuellement décrocher des sponsors après par la suite, tu vois. Mais non, par rapport à la chaîne YouTube, j'avais pas vraiment d'idée précise pour ça, quoi. C'était pas un objectif en soi, non. Ok, donc juste une opportunité que tu as saisie, que tu as travaillé après c'est ça. pour en arriver là aujourd'hui. C'est ça, c'est ça. Ok, intéressant. On en a parlé rapidement. Ouais, bah ouais, forcément la photo avec Arnold et puis là c'est Sébastien Milieu. Donc Sébastien, en fait, on s'est rencontrés du coup au Gold Gym aussi. Donc c'est un Français qui s'est expatrié depuis longtemps, parce que lui, il était déjà expatrié depuis plusieurs années, alors que moi, je venais d'arriver, ou ça faisait peut-être 1 an ou 2 que je venais d'arriver, tu vois. Donc lui, je pense que maintenant, ça doit faire presque 20 ans qu'il doit être là-bas. Oui. Et son rêve, c'était de devenir aussi acteur. Donc il a fait quelques petits tournages aussi là-bas. Et du coup, on a fait des trainings ensemble aussi. Et quelques vidéos. À l'époque, c'était vraiment cool. Il y avait aussi du coup Julien Gréau aussi à l'époque qui s'entraînait pareil aussi au Gold Gym. Et lui, Julien Gréau, je l'avais vu plusieurs fois en couverture de magazines aussi, de muscu, de fitness et tout ça. Et là, de le voir en vrai, bah c'était ouf, tu vois. Et puis en fait, c'était aussi un rêve plus tard. Et puis par la suite, j'ai fait les couvertures de magazines que lui avait fait, tu vois. Je m'imaginais jamais pouvoir moi aussi faire un jour des couvertures de magazines musculation. Et puis finalement, voilà, j'ai pu en faire quelques-unes. Et puis là, sur le coup, j'ai rencontré Arnold qui s'entraînait au Gold Gym. Et la première fois que je le rencontre, en fait, j'ai pas osé m'approcher de lui, tu vois. J'ai pas osé aller lui parler parce que pour moi, c'était mon idole, c'était ce pourquoi je suis parti aux États-Unis, en fait. C'est lui qui m'a inspiré pour pouvoir faire cette démarche de partir aux US et puis pour essayer de décrocher ma carte pro pour voilà, c'est entre guillemets grâce à lui que je suis parti et que j'ai fait tout ça et que j'en suis là aujourd'hui, si tu veux. C'est le point de départ. C'est la source d'inspiration. Donc le fait de le voir en fait en face à face, c'était c'était hyper intimidant et j'ai pas osé le premier jour aller lui parler et puis je n'avais pas envie de l'embêter. Mais voilà, mais sur le coup quand il est parti, j'ai hyper regretté, j'étais dégoûté et finalement le lendemain j'y suis retourné à la même heure et il y était. Et là, du coup, je me suis dit, bon, cette fois-ci, je vais pas laisser passer. Et d'ailleurs, ma femme, elle m'a poussé un petit peu aussi à le faire. Et du coup, je suis allé lui parler un petit peu. Et j'ai réussi à échanger un peu avec lui, à avoir des photos aussi, etc. Et donc, voilà, ça a été un grand moment. Et d'ailleurs, l'année d'après, je l'ai re-rencontré à nouveau. On a refait aussi des photos, on a re-échangé un petit peu. Et ouais, c'est vrai que c'était dingue. Et pour moi, ça a été une très très belle rencontre, ouais, que franchement, j'oublierai jamais, quoi. C'est clair, c'est pas tous les jours qu'on rencontre Arnold. Donc, du coup, tu me dis qu'il t'a inspiré au quotidien. Comment tu te sers de cette inspiration pour aller de l'avant et chercher à atteindre tes objectifs? Écoute, c'est vrai que je me suis dit, si ce gars-là, qui est parti de rien, d'un petit village d'Autriche, il a réussi à devenir Mister Olympia 7 fois, aux États-Unis, dans le pays du bodybuilding, et ensuite de devenir une superstar hollywoodienne aussi, puis gouverneur du plus grand État des États-Unis, tu te dis si ça veut dire que tout est possible, quoi. Ouais, clairement. Donc je me suis dit, en fait, si lui il est arrivé, ça veut dire que entre guillemets, tout est possible. Donc c'est ça qui m'a vraiment motivé au quotidien
à me dire ouais, ça va être dur, mais si je me bouge le cul, en fait, je pourrais réussir à atteindre mes objectifs, même s'ils me paraissent trop grands et qu'ils me paraissent impossibles. Et malgré aussi le fait que beaucoup de personnes sur le chemin te découragent, clairement. Et ça peut être même les amis, ça peut être même la famille qui vont te... Parce qu'ils vont avoir une bienveillance envers toi, ils vont avoir peur que tu te loupes et tout ça, mais d'un autre côté, du coup, ils vont t'influencer négativement, alors que toi, t'es boosté au maximum, tu vois. Mais bon, tu dois connaître ça un petit peu aussi de ton côté. Tout à fait. Donc voilà, ça a été aussi des périodes très compliquées. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut voir entre guillemets que la réussite, qui pour moi n'en est pas une encore, parce que je suis très loin d'avoir atteint mes objectifs. Parce que comme Arnold, quand j'ai atteint un objectif, je vois tout de suite celui d'après, donc le sommet d'après. Mais si tu veux, j'aurais jamais atteint mes objectifs là, la vie que j'ai aujourd'hui, si j'étais pas passé par des moments très très difficiles et eu plein d'obstacles en cours de route, quoi. Donc oui, ça m'a beaucoup inspiré, et ça m'a guidé un petit peu dans mon parcours, quoi. Ouais. Ok. Donc c'était comme une ligne directrice dans ton parcours? Ouais, c'est ça. C'était plutôt une ligne directrice, parce que je m'étais dit, lui, il a commencé par avoir sa carte pro IFBB, devenir professionnel IFBB, et ensuite concourir au Mister Olympia, etc. Donc je me suis dit, je vais essayer de faire le même parcours. Et c'est pour ça que quand je suis devenu pro dans la fédération Musclemania, ouais, j'étais content, mais je me suis dit, ouais, mais c'est pas la fédé d'Arnold, quoi. C'est pas la plus grande, c'est pas la fédé la plus prestigieuse au monde. Donc je me suis dit, ok, ça va être dur, mais tant pis, je laisse tomber, je m'assois sur ma carte pro Musclemania, que j'ai galéré à avoir, mais je vais presque repartir à zéro pour concourir dans la fédé l'IFBB, donc qui est la fédération la plus prestigieuse au monde, pour essayer de devenir pro dans cette fédé-là. Et crois-moi qu'à l'époque, c'était pas, entre guillemets, aussi facile qu'aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, je crois que tu gagnes 1 ou 2 concours. Ouais, aujourd'hui, tu gagnes une compétition, il me semble, en toute catégorie, du coup, qu'ils appellent Pro Qualifier, et t'as ta carte pro, tu vois. Ouais, alors que toi, je crois que tu devais faire 5 overall. À l'époque, en fait, il n'y avait pas déjà de compétition Pro Qualifier en France ou en Europe, ça n'existait même pas. Donc, pour concourir et pour pouvoir être pro, il fallait concourir aux États-Unis. C'était quasiment au passage obligatoire. Et sauf qu'à l'époque, j'étais pas américain. Du coup, je pouvais pas participer ce qu'ils appelaient les nationaux. Et tu pouvais, pour les Américains, tu pouvais gagner que ta carte pro lors des nationaux. Donc les nationaux, ça veut dire qu'il faut se qualifier pour aller aux nationaux. Et ensuite, aux nationaux, c'est pareil, c'était les premiers de catégorie, de chaque catégorie ou de l'overall qui gagnait sa carte pro. Mais pour le coup, j'avais pas le droit d'y participer parce que j'étais pas américain. Ouais. Donc je pouvais pas. Et du coup, la seule façon de pouvoir le faire, c'était de gagner 5 overall, du coup, dans ma catégorie, donc en men's physique, et ensuite le toute catégorie, 5 fois dans l'année. Donc en fait, ouais, tu te dis, quand on m'a dit ça, je me suis dit, waouh, c'est impossible. Donc l'overall, pour être clair, c'est tu gagnes ta catégorie, ouais, plus toutes les catégories du jour. C'est ça. Okay. Donc tu gagnes 2 fois dans la journée, quoi. Tu gagnes 2 fois dans la journée. Okay. Ouais, et ça, 5 fois dans l'année. Ouais, donc ça veut dire ouais, c'était très très compliqué, et jamais j'aurais pensé que j'y arriverais, quoi, parce que clairement tu concours aux États-Unis, dans le pays du bodybuilding, auprès des meilleurs, et là tu te dis il va falloir que je gagne 5 compétitions 2 fois, puisqu'il faut que je gagne aussi l'overall, et donc forcément j'ai commencé par faire 6e, puis ensuite 3e, puis ensuite 2e, puis ensuite 1er, mais pas gagner l'overall, donc là t'as les boules. Et puis ensuite j'ai réussi le premier overall, donc là tu commences à te dire là c'est peut-être possible, en fait. C'est quand j'ai gagné mon premier que je me suis dit c'est peut-être possible, mais ça impliquait de concourir quasiment chaque mois, tu vois. Ça veut dire tenir une diète non-stop toute l'année, quoi, pendant des années. Ça nous amène à la photo suivante. Qu'est-ce que ça t'évoque? Ah ouais, la Noël avec le repas. Alors moi ça m'évoque ça, sauf que tu peux enlever le riz là, tu vois, parce que moi j'avais pas le riz. Ah ouais, t'étais en cétogène en plus. Là pour le coup, à cette époque-là, le repas du soir c'était poisson blanc, colin, avec brocoli. Ouais. Donc pas de riz, rien, okay. Et pas de sauce, pas d'assaisonnement. Ça c'était au repas de Noël. Je
pense que c'est le pire repas de Noël de toute ma vie. Parce que du coup, au repas de Noël, tu avais ramené ton Tupperware, Mm. justement pour pouvoir concourir et gagner tes 5 overalls. Alors, non, ça c'était même plus tôt, parce que en fait, quand je concourais pour les 5 overalls, ça c'était quand je suis parti aux États-Unis. Et quand je suis parti aux États-Unis, j'ai pas fait vraiment de repas de Noël parce que j'étais pas en famille, tu vois. J'étais tout seul, j'étais avec ma femme, mais on n'a pas fait vraiment de repas comme ça. Ça, c'était vraiment avant, donc c'était en 2004-2005 quand j'ai fait mes toutes premières compétitions de bodybuilding. Okay. Donc parce que là, en fait, j'ai été préparé à l'époque par un coach qui était extrême, vraiment. Mais comme j'avais pas d'autres méthodes, d'autres façons, j'avais jamais fait de compétition avant. Je savais même pas ce que c'était une sèche à l'époque. Je commençais quand même entre guillemets tout juste dans la compétition parce que voilà, 2004 c'était mes débuts en compétition et du coup j'ai fait confiance à 100% au coach et pour lui c'était zéro écart quoi, mais 0-0. Et comme il y avait des compétitions du coup en début d'année, mais c'était même pas en janvier, il me semble que c'était février ou mars, tu vois. Ouais. Mais genre je sais que maintenant avec tout ce que je sais aujourd'hui, jamais j'aurais fait ça. Parce que je sais très bien qu'un repas de Noël, même si j'ai une compète 2 mois plus tard, je pourrais le compenser, tu vois. Mais à l'époque, c'était tellement extrême que j'ai suivi à la lettre tout ce qu'on me disait, pesé au gramme près. Et j'ai été vraiment un moine comme ça pendant 6 mois, 1 an, sans faire aucun écart, quoi. Et c'est ça qui m'avait un peu aussi, du coup, blasé dans la compétition. C'est parce que je pensais qu'il y avait qu'une méthode et que c'était comme ça et pas autrement, qu'il y avait rien d'autre. Et donc c'est pour ça que j'ai arrêté en fait, parce que je me suis dit c'est pas un truc qui est vivable sur le long terme, c'est impossible, je vais pas recommencer ça, c'est trop voilà, c'est pas possible. Et après bah j'ai fait toutes mes études du coup STAPS dans le sport, etc. J'ai appris aussi énormément tout seul. Puis une fois que je suis parti aux États-Unis, j'ai appris encore plus. Et c'est là que j'ai appris j'étais partisan plus de la diète flexible et que j'ai du coup mis en place ma méthode que j'enseigne aujourd'hui à mes élèves et même tu sais de quoi je parle maintenant et tu sais qu'on peut tout à fait s'autoriser des repas plaisir entre guillemets tant qu'on reste dans ses macros et ses calories, etc. Et qu'on peut réussir à compenser évidemment. Alors je dis que ça la veille de la compétition ou qu'il faut faire ça 1 semaine ou 2 semaines avant, mais les compétitions qui ont suivi, quand je me suis préparé ensuite aux États-Unis et même pour celles où j'ai eu ma carte pro par la suite, jusqu'à 2-3 semaines avant une compétition, j'arrivais quand même à me faire des petits plaisirs dans la semaine, tu vois, de façon calculée, quoi, tu vois. Ouais. Et j'ai pas été ensuite frustré comme je l'ai été les premières années de compétition. Donc, comme j'ai pu l'être aussi l'année dernière, je sais pas si tu te souviens de mon bilan catastrophique. c'est ça. C'était compliqué. Ouais, exactement. Et je sais pas si tu te souviens de ce bilan-là. C'était pile quand tu avais fait mon avant-après sur les réseaux. Ouais. Où du coup, je trouvais que tu étais fier de mon parcours. J'étais fier de mon parcours et je te fais mon bilan où j'ai fait plus 4 kilos en 1 semaine. Ouais, là. J'avais un peu craqué. Ouais. Mais c'est le risque en fait, c'est justement ça, c'est que quand on fait des régimes trop stricts, c'est ce qui m'est arrivé du coup à mes premières compètes 2004-2005, c'est que j'ai été tellement strict pendant 1 an, sans aucun écart, que dès que la compète était finie, non seulement j'ai déprimé parce que j'avais qu'un seul objectif, je m'étais pas fixé d'autres objectifs après ça. L'objectif, c'était ça, c'était les championnats de France à l'époque, bodybuilding, moins de 80 kilos. Et une fois que j'ai fini ça, j'ai pété un plomb parce que j'ai déprimé, j'avais pas d'autres objectifs. J'avais atteint celui-là. Et après, derrière, il y avait plus rien. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mangé tout ce que j'avais pas eu pendant l'année. Et donc là, j'ai dû prendre 10 kilos en 1 semaine, mais surtout de rétention d'eau et tout. J'étais mal comme pas possible. C'était horrible. Et c'est pour ça aussi qu'après, j'avais arrêté pendant une longue période, tu vois. Parce que j'ai trouvé que cette expérience a été très très mauvaise pour moi, quoi. Donc voilà. Mais heureusement qu'après, j'ai découvert qu'il n'y avait pas une seule méthode et que c'était possible de fonctionner différemment, quoi. Parce que du coup, là, le Colin Brocoli à Noël, c'était vers 2004-2005. Ouais. Après, tu as fait tes études. Ouais. Tu as repris la compétition vers 2013-2014. Ouais, c'est ça. Peut-être 2012, je sais plus exactement les dates parce que je suis parti aux États-Unis fin 2011. Okay. Fin 2011 et j'ai fait ma première compétition, il me semble, en 2012. Si je dis pas de bêtises, c'était par là à peu près, quoi. Donc 2012 ou 2013, un truc comme ça. Mais en fait, si tu veux, la compétition que j'ai fait aux États-Unis aussi, c'était à double but. C'était à la fois d'avoir ma carte pro et à la fois d'avoir mon visa. Ah oui, parce qu'il y a une parce histoire que de visa en plus. C'est ça, c'est parce qu'en fait, aux États-Unis,
il me fallait le visa O. Donc O, c'est Extraordinary Ability, donc c'est entre guillemets compétences extraordinaires. C'est ce que peuvent avoir les athlètes aussi, des gens qui ont des entre guillemets compétences extraordinaires. Et pour ça, il faut prouver que tu peux être meilleur qu'un Américain dans ton domaine. Ouais. Donc là, il fallait que je me surpasse. Et du coup, c'était dans cet objectif-là. Donc à la fois d'avoir ma carte pro et à la fois d'avoir mon premier visa. Et ensuite, par la suite, ma carte verte et tout ça. Donc j'ai fait tout ça pour plusieurs buts à la fois, tu vois. Okay. Et du coup, c'était très fort parce que j'avais des objectifs qui étaient très élevés, mais du coup, j'avais pas d'autre choix, quoi. Il y avait pas de plan B. C'était ça ou rien. Okay. Donc et du coup, t'es obligé de t'y tenir, quoi. Donc. Et c'est vrai que j'avais zappé cette partie-là où tu voulais ta carte verte. Et du coup, dans tout ce qui était dans tes préparations, donc tu avais une préparation physique intense. Ouais. Tu devais suivre une diète qui était plus facile qu'en 2005, mais qui était quand même assez difficile. Plus facile, oui et non, parce que c'est moins extrême. Ouais, moins extrême. Mais après, quand t'enchaînes les compètes, la fatigue est quand même là. C'est quand même, disons que j'ai plus apprécié le processus, si tu veux, mais c'était quand même difficile. Faut pas se le cacher, quoi. Mais du coup, sachant que tu faisais ces compètes-là aussi pour toi, pour ta carrière, mais aussi pour le visa, qu'est-ce qui était le plus dur pour toi dans toute cette préparation-là? Je te dis ça, par exemple, parce que moi, je vois l'année dernière, quand je faisais une sèche, il y a des fois, j'avais hyper faim. Et je me disais, je fais ça parce que je veux me sentir bien dans mon corps. Mais j'ai quand même craqué, tu vois. En fait, si tu veux, je me disais que, comme je t'ai dit, j'avais pas vraiment d'autre choix parce qu'en fait, si j'arrivais pas à décrocher ce visa, en fait, je devais repartir en France. Et donc, j'avais pas d'autre solution. Parce qu'en plus de ça, du coup, j'avais mis toutes mes économies de ma vie dans l'achat d'un appartement à Miami quand je suis parti. Parce qu'en fait, alors, tout ça, c'est aussi encore un autre, c'est un autre épisode aussi. Mais avant de partir à Miami, j'ai dû étudier pendant 1 an comment j'allais faire pour mettre tout ça en place. Et c'était le moment justement de la crise des subprimes où vraiment les appartements et la vie en général étaient bien moins chers qu'aujourd'hui, quoi. Ouais. Donc il y avait des opportunités de dingue. C'était à la fois hyper risqué aussi. Mais du coup je suis allé un peu all-in, quoi, comme on dit. Donc c'est-à-dire que je me suis dit, si je fais ça, en fait ça va me forcer à rester là-bas et de trouver une solution quoi qu'il en coûte, comme on dit, quoi qu'il arrive pour y rester. Et donc j'ai utilisé toutes mes économies pour acheter du coup cet appartement-là à l'époque à Miami. Donc on était fin 2011 et je me suis dit du coup que j'aurais cet appartement-là. Je vais faire en sorte de tout faire pour pouvoir y rester, donc pour pouvoir avoir mon visa et ma carte verte ensuite. Et donc j'avais pas d'autre choix que de devenir pro, et c'était comme ça ou pas autrement, quoi. J'avais pas d'autre choix. Ouais. Ok. Et du coup, quel lien t'avais avec la nourriture quand t'avais hyper faim et que tu te disais, si je mange, je peux ne pas avoir mon... Alors ouais, c'est peut-être un gros raccourci, hein. Mais ouais, c'est vrai que c'est assez raccourci, mais ouais, après, si tu veux, je savais pourquoi je faisais ça, en fait, et les objectifs que j'avais, ils étaient tellement puissants et tellement forts que je m'étais dit, c'est pas une pizza ou une sucrerie ou un truc comme ça qui va faire que, ouais, sur le moment, ça va te faire plaisir, mais après, tu te dis, si ça ruine toute ma diète juste pour 10 secondes de plaisir, voilà, c'est comme dans ton couple, si tu vas ailleurs pour quelques minutes de plaisir, tu ruines toute ta vie et ta carrière, c'est pareil, là il faut réfléchir aussi à ça. Après, évidemment, il y a eu, étant donné que j'ai fait des compétitions vraiment régulièrement, après, petit à petit, j'ai été un peu plus flexible et je voyais que finalement, après mes compétitions, je pouvais me faire plaisir pendant un jour ou deux, puis revenir dans les rails, tu vois. Mais le plus dur, c'était si jamais je faisais un écart. Généralement, je faisais pas d'écart dans les 3 semaines précédentes de compétition parce que je savais que c'était les 3 semaines les plus décisives. Okay. Où là, quand t'étais vraiment ultra sec et que t'es à l'approche de la compète, le moindre écart, ça peut avoir vraiment un gros impact. Mais 3 semaines avant une compète, quand c'est un écart qui est contrôlé, ça va, tu peux le rattraper.
Donc je savais que des fois quand je pétais vraiment un plomb et que j'en avais marre, j'avais envie de tout abandonner, eh ben ce qu'on faisait avec ma femme, c'est qu'on prenait la route et on traçait pendant 4 heures jusqu'au Keys à Key West. Et puis là c'était notre petit paradis à nous où du coup on se ressourçait si tu veux. Et là pour le coup voilà, on se faisait quand même plaisir, mais sans exagérer, tu vois. Donc je mangeais des trucs pendant un jour ou deux maxi, où je mangeais des trucs qui me faisaient plaisir, mais sans me rendre malade non plus, sans tu vois, sans exagérer, voilà, pas en gros volume. Et donc oui, effectivement, sur le coup, je prenais peut-être 2 kilos parce que je fais de la rétention d'eau et tout ça, parce que t'as plus l'habitude de manger autant de glucides, de sel et tout. Mais après, je savais que je m'étais tellement ressourcé que là, j'étais reparti pour plusieurs semaines à bloc. Et ça m'arrivait très souvent de faire ça justement 3 semaines avant une compète, parce que je savais qu'après, pendant 3 semaines, il fallait que je sois, voilà, vraiment au taquet, quoi. Okay. Donc là, du coup, de ce que tu me partages, c'est que premièrement, tu savais faire la différence entre le plaisir immédiat et le plaisir différé. Ouais. Donc, à savoir que manger tout le temps des cochonneries, ça va pas forcément atteindre ton plaisir différé d'avoir ta carte et ta carte IFBB. Et aussi, le fait d'être aligné au niveau de tes objectifs, ça a permis de savoir gérer tout ça en sachant pourquoi tu veux atteindre tous ces objectifs-là. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis le pire dans tout ça aussi, c'est que si tu craques une fois, en fait, tu sais que quand tu étais dans une démarche de compétition et que tu n'as plus eu de sucre dans ton alimentation depuis un petit moment et tout ça, quand tu recommences, en fait, c'est vraiment une drogue. Donc là, tu deviens... tu as le malheur de craquer, en fait, tu as envie de craquer encore plus, et le lendemain, tu as envie encore plus, et encore plus, et encore plus, et tu n'arrives plus à t'arrêter. Alors que quand tu te mets vraiment dans la diète, et que tu calcules tout, et que tout est vraiment carré, que tu n'as plus vraiment de sucre et tout ça dedans, au bout de 3-4 jours, tu n'en as plus envie. C'est vraiment... ça, c'était comme ça. Mais si tu avais le malheur de retomber sur un truc... voilà, sucré ou vraiment des cochonneries, tu peux être sûr que c'est compliqué après de se remettre dans le bain, quoi. Et en vivant à Miami, t'avais pas des food trucks ou des fast-food dans lesquels tu passais? Si, il y en avait plein, mais après, tu sais, au bout d'un moment, ça me tentait plus vraiment. Mais même pas niveau odeur? Après, alors, tu sais que l'odeur, c'était même pire que ça, parce que l'odeur, en fait, même ma femme qui mangeait normalement pendant que mes prépas, il suffisait qu'elle fasse cuire du riz ou des pâtes pour elle, mais l'odeur de la cuisson des pâtes, ça me faisait un truc de fou dans la bouche, limite de l'eau dans la bouche, tu sais, de la salive. Ah ouais, j'ai vécu ça. Alors que c'est juste des pâtes, quoi. Ouais. Tu vois. Mais bon, comme je pouvais pas en manger, c'était quelque chose qui... Donc oui, effectivement, certaines odeurs et tout ça, ça pouvait être dingue. Mais ouais, après j'ai passé à l'époque, par contre, des Thanksgiving où j'ai emporté mon tupper. Ça, c'est vrai. Donc ça aussi, il fallait résister parce que là, Thanksgiving aux États-Unis, c'est vraiment des buffets hyper copieux avec plein de trucs et tout. Donc là, effectivement, j'ai rapporté à nouveau mon tupper, mais parce que j'ai été à quelques semaines de compétition. Mais voilà, après, sinon, j'ai su me faire plaisir par moment, évidemment. C'est obligé. Tu peux pas non plus... pendant 5 ans, donc 10 ans d'affilée, de faire 0 écart et tout ça. Ouais, c'est ça. Après, j'en connais qui sont jusque-là, qui sont à ce point, mais waouh, c'est... Non, il faut vivre aussi. Après, tu passes à côté de beaucoup de moments. Si tu fais ça, tu passes à côté de ta vie sociale, à côté de plein de choses. Donc, voilà. Puis après, quand j'y repense aujourd'hui, je suis bien content de l'avoir fait à cette époque-là, parce qu'aujourd'hui, ça serait beaucoup plus compliqué de le faire maintenant, avec en plus un enfant et tout. Donc c'était le bon moment, quoi, en fait. C'était le bon moment. Et pour la sensation que tu avais pour cuire les pâtes, je crois que j'ai traumatisé des collègues l'année dernière, parce que j'étais en fin de sèche, en cétogène, quand j'avais plus les glucides. La collègue en face de moi avait été chercher une salade, et il y avait un morceau de pain avec. Et je l'ai entendu manipuler le pain, ça fait... Je l'ai regardé comme ça en disant t'as du pain dans ton sac, là. Et ils me le ressortent encore un an après, quoi. Ah ouais, bah ouais. Je crois que je les ai traumatisés. Ah, mais forcément, c'est très compliqué pour l'entourage quand tu fais ce genre de choses, parce qu'ils comprennent pas du tout, quoi, pourquoi tu fais ça. Parce que pour eux, c'est tellement extrême, c'est tellement... pour eux, ça a aucun sens, en fait, mais pour toi, c'est tellement précis, t'as tellement des objectifs qui sont élevés, que les gens, ils peuvent pas comprendre. Mais c'est comme pour le travail, tu vois. À l'époque, c'était pour le bodybuilding, pour les compétitions, et j'avais des remarques, que ce soit de la famille, des amis et tout ça, mais tout le temps, tu vois. Les gens, ils te charrient, mais bon, au bout d'un moment, tu sais, ça commence à te peser, parce qu'en fait, surtout quand t'es
en fin de sèche et que t'as les crocs et tout ça, tu sais, les remarques après tu commences à les prendre un peu moins bien, quoi. Mais bon, voilà, c'est quand t'as des objectifs très élevés et même aujourd'hui c'est un petit peu la même chose avec le boulot, parce que comme on en parlait tout à l'heure aussi, l'entourage ne comprend pas en fait notre mode de vie, pourquoi on travaille tous les jours, pourquoi on fait tant d'heures, parce qu'eux ils associent en fait le travail à tu donnes ton temps pour tu vends ton temps pour un salaire et ton boulot il te fait chier et c'est une tare. Mais en fait ça n'a rien à voir. Quand tu es entrepreneur et que tu es passionné et que tu fais quelque chose qui te passionne dans la vie de tous les jours, en fait tu peux bosser 7 jours sur 7 sans avoir l'impression de bosser, mais en même temps si tu le fais pas, tu vas pas te sentir bien. C'est un peu comme si je vais pas à la muscu, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc moi c'est, tu vois, même t'as la piscine là derrière, j'y vais peut-être une fois de temps en temps, je rentre, je sors, tu vois, une demi-heure ou une heure avec le petit de temps en temps, mais tu me verras jamais faire le lézard au bord de l'eau, je me fais chier très rapidement, c'est pas possible. Donc non, je me sens pas, il faut que je sente que je fais des choses utiles et que je sois productif. Donc oui, c'est ok de temps en temps faire des pauses et tout ça, mais je suis très vite saoulé. Donc ça m'intéresse pas d'aller bronzer à la plage pendant toute l'après-midi. Et moi non plus. c'est quelque chose je peux pas, quoi. Je m'aurais tellement l'impression d'avoir perdu mon temps que je me sentirais mal. Je comprends, ça me parle aussi. Avant je pouvais, mais maintenant c'est tellement fini. de choses que j'ai envie de faire. C'est clair. Ok. Du coup, on a vu ton parcours, on va dire de 2004-2005 jusqu'en 2014-2015. Après, tu passes IFBB Pro par là. Du coup, là, on est en 2017. Tu te fais opérer du dos, tu dois rester alité plusieurs mois, que tu es au sommet de ta carrière, tu viens de passer pro. Ouais, ça a été dur. Ça a été dur, effectivement. Donc là, je commençais tout juste mes premières compétitions pro. Et forcément, le rêve de tout bodybuilder pro, c'est de se qualifier au Mister Olympia. Sauf que pour se qualifier au Mister Olympia, c'est à la limite comme si tu repartais à zéro pour reconcourir chaque mois encore et puis essayer de te qualifier. Donc voilà, c'était le parcours encore plus compliqué. Donc en 2017, du coup, je décide de me faire opérer du dos parce que en fait, c'est quelque chose que j'ai depuis que je suis ado, si tu veux. J'ai des hernies discales depuis que je suis ado et je n'ai jamais voulu me faire opérer tellement j'avais peur en fait qu'on me trifouille le dos, parce que pour moi je me disais dans ma tête il suffit d'un petit truc pour que je reste paralysé, tu vois. Donc j'avais hyper peur de me faire opérer, donc j'ai jamais voulu me faire opérer. Sauf que le fait d'avoir enchaîné, je pense, toutes ces compétitions, en fait tu te déshydrates beaucoup, donc tu déshydrates aussi les disques, et il se trouve que je me bloquais sans arrêt en fait à un moment donné. Et je pouvais rester bloqué du dos pendant 15 jours non-stop sans pouvoir bouger, et franchement ça devenait horrible. Donc du coup là j'ai dit non, stop, il faut que je fasse vraiment quelque chose. J'avais mal tout le temps, c'était horrible, et du coup je me suis dit je veux me faire opérer, mais je veux pas une opération classique traditionnelle, parce que là ils doivent t'ouvrir devant, etc. Et je me suis dit si j'ai une cicatrice devant sur les abdos ou autre et tout, puis c'était plus de 6 mois voire 1 an de rééduc, etc. Donc c'était trop pour moi. Et du coup, j'ai fait mes recherches sur Internet et tout ça, et j'ai vu qu'il existait une technique qui était beaucoup moins mini-invasive, où en fait c'était de la microchirurgie, donc t'es sous scanner, et en fait avec 3 petites aiguilles, ils arrivent à isoler la partie du nerf qui irradie à chaque fois, en fait, donc de la hernie qui irradie le nerf à chaque fois, et ils arrivaient à gratter cette partie et à l'aspirer, donc la partie du disque qui sort en fait, si tu veux, et qui touche le nerf, et qui fait que ça me bloquait, tu vois. Donc je m'étais dit que c'était super, et du coup on m'avait promis qu'au bout d'un mois je pouvais repartir de plus belle, tu vois. Donc je me suis dit allez go, je fais ça, et malheureusement tout ne s'est pas passé comme prévu. Donc l'opération en elle-même entre guillemets s'est bien passée, sauf que au bout de quelques jours je ressens des douleurs mais intenses, horribles, et jusqu'à ce que je puisse quasiment plus bouger. Et donc là retour aux urgences, et bon, je vais la faire court parce que c'est trop long, mais si vous voulez savoir un peu plus en détail, il y a toutes mes vidéos sur ça sur ma chaîne qui durent des heures. Mais en gros, j'ai chopé une maladie nosocomiale donc à l'hôpital. C'est un truc qui arrive une fois sur peut-être 10 millions, je sais pas, ou en tout cas c'est très rare, mais c'est tombé sur moi. Donc en gros, c'est une bactérie qu'on chope sur le bloc opératoire, et cette bactérie, ça m'avait bouffé du coup une partie des disques et des vertèbres, et donc ça m'a bloqué à l'hôpital pendant plus de 3 mois. Et ensuite, j'ai eu un corset en dur aussi, donc pendant plusieurs mois,
Donc en gros, ça a duré bien 6 mois facile, voire même presque un an. Et voilà, on savait même pas si je pourrais remarcher un jour, etc. Donc forcément, j'ai fondu parce que je suis resté alité pendant des mois et des mois. Donc ça, quand tu es sportif au sommet de ta carrière et puis que du jour au lendemain il t'arrive ça, c'est chaud. Donc ça a été très compliqué, mais je me suis pas laissé abattre. J'ai continué à bosser. Donc sur mon ordi, c'était la seule chose que je pouvais faire sur mon lit d'hôpital. D'où l'intérêt d'avoir un business online. Donc ça au moins, c'est voilà, c'est ça qui m'a sauvé, je pense. Parce que je dépendais pas d'un boulot physique et je dépendais pas non plus de mes compétitions, tu vois, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que quand t'es bodybuilder pro, tu gagnes ta vie parce que tu fais des compètes, mais en fait, tu gagnes très peu en réalité, et c'est uniquement les 3 premiers, et puis c'est peu, tu vois, donc en fait, c'est effectivement, c'est les sponsors, c'est les coachings, c'est tous les partenariats, etc., tu vois, et ça veut pas dire que, en gros, les gens pensent que tu dois être au sommet, être tout le temps premier dans les compétitions de bodybuilding pour avoir des bons partenariats ou des bons sponsors ou pour pouvoir vendre tes coachings et tout ça. En fait, c'est pas le cas du tout, tu vois. Okay. C'est ta personnalité en premier, tu vois. Donc, si tu gardes ta personnalité, que tu restes toi-même et que tu inspires les gens, c'est ça qui compte avant tout pour les sponsors. Ou alors, c'est que t'as pas le bon sponsor, tu vois. Oui. Donc c'est comme ça. Et en fait, du coup, j'ai vraiment focalisé là-dessus et finalement, j'ai partagé mon expérience à l'hôpital. Du coup, pour essayer d'inspirer les gens qui étaient dans une situation similaire ou des gens qui pensaient qu'ils se faisaient opérer ou qui étaient aussi dans un lit d'hôpital comme moi, pour les aider justement eux aussi à finalement s'en sortir, tu vois, psychologiquement. Ça m'a fait du bien à moi psychologiquement et je pense que ça a aidé beaucoup de personnes aussi qui en retour m'ont aussi remercié, tu vois, de les avoir aidés aussi dans leur dans leur mal-être qu'ils vivaient. Et on retrouve la boucle vertueuse dont on parlait au début. Ouais, c'est exactement ça. Tu partages pour aider et puis que ça t'aide toi. C'est exactement ça, et ça m'a permis de maintenir mon business à flot finalement. Mes sponsors ne m'ont pas lâché. Ça a été un soutien au final continu. Et du coup, pour essayer de remercier tous ces gens-là aussi et de montrer que tout était possible et de me lancer le méga challenge de ma vie, j'ai décidé un an après de me repréparer pour une nouvelle compétition, et cette fois-ci en classique physique. Donc c'est la catégorie qui m'avait toujours le plus fait rêver, tu vois. Donc c'est une catégorie en termes de poids où t'es au-dessus. Ouais, où t'es au-dessus du main physique, tu vois. Et puis en pro en plus. Donc du coup un an après, donc c'était en fin 2019 où j'ai concouru du coup à San Marino en Italie pour clôturer ma carrière de bodybuilding professionnel, où j'ai fait cette compétition-là, et j'ai pas fait de classement, peu importe, mais en même temps, c'est pas ça qui comptait, tu vois. Ouais. C'était vraiment de pouvoir remonter sur scène et d'afficher un physique plus que correct, quoi. Et je pense que c'était... Voilà. C'est ça. Donc, je pense que c'était quasiment le meilleur physique que j'ai pu atteindre en compétition, finalement. Et puis, c'était après toutes ces galères. Donc voilà, je voulais montrer que tout était possible aussi, et que même quand tu t'atteignais le plus bas, quand tu touchais le fond, tu pouvais te relever. Voilà, c'était mon objectif, tu vois. Okay. Donc voilà, c'était toujours ça, toujours se relever. Quand j'ai vu les dates, je me suis dit, ah ouais, c'est vachement proche quand même. C'est vrai, c'était très proche, mais en même temps, c'était un gros challenge, et ouais, c'est pour ça que je l'ai appelé cette vidéo-là le challenge de ma vie d'ailleurs. Ok, bon, c'était la dernière photo souvenir. D'accord. Il y a encore des petites questions que j'ai pour le quotidien. Ouais. Quand tu as pu sortir du lit et que tu es retourné à la salle, qu'est-ce que tu te disais au quotidien quand tu devais sortir de tes limites pour retrouver ta masse musculaire, pour prendre plus de muscle, pour changer de catégorie? Comment tous les jours tu arrivais à sortir de ta zone de confort? Qu'est-ce que tu pouvais dire? Alors déjà, en fait, quand tu étais alité pendant plus de 3 mois, voire 6 mois, que t'es pas sorti de l'hôpital pendant 3 mois, qu'après déjà tu sors de l'hôpital mais que tu es toujours dans un lit, même si c'est pas d'hôpital, chez toi, et que tu peux pas non plus trop sortir ni bouger ni rien, j'étais en fauteuil roulant, etc. Ah oui. Déjà, rien que on doit le voir dans mes vidéos de l'époque où je commence à m'entraîner déjà sur mon déambulateur avec des élastiques et tout ça. Donc ça, c'était déjà, pour moi, c'était déjà un pur bonheur de pouvoir retoucher un élastique. Alors que aujourd'hui tu me donnes un élastique, qu'est-ce que je vais faire de ça? C'est juste pour m'échauffer, ou enfin, ça me fait chier, tu vois. Ouais, mais là, à l'époque, rien que de pouvoir faire des dips ou des pompes sur mon déambulateur, de trouver les élastiques, tout ça, c'était génial pour moi en fait. Bah oui. Et après, le jour où je suis retourné en salle au bout de plus de 6 mois, mais alors ça a été un bonheur, tu vois. C'était vraiment un immense bonheur et une motivation de fou en fait.
Parce que quand tu as été enfermé autant de temps dans un lit sans pouvoir bouger, sans pouvoir te tourner, et qu'après tu retournes en salle. Alors quand je suis retourné en salle, j'avais encore mon corset enduré, tout ça. Ouais, Je pouvais à peine marcher. Donc du coup j'ai utilisé des machines guidées au début où tu mettais les poids. Je mettais pas beaucoup, hein, c'était juste pour retrouver des sensations et tout ça. Puis après petit à petit, au fil des mois, du coup ma femme venait toujours avec moi du coup s'entraîner. Et c'est elle qui me mettait les poids du coup ensuite sur les machines et tout ça, qui les enlevait parce que je pouvais pas avec mon dos et tout. Donc ça m'a beaucoup aidé et elle s'est entraînée avec moi comme ça pendant 2 ans, tu vois, pour justement me motiver et pour me rebooster, aller à la salle et tout. Donc d'où l'importance d'avoir aussi un super partenaire, parce que ça c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est hyper important dans ta vie, même d'entrepreneur par la suite. C'est vraiment génial. Et ça m'a beaucoup aidé du coup pour garder la motivation. Et puis voilà, ça a été par étapes. Puis ensuite j'ai pu enlever enfin le corset et après j'ai pu, mais j'ai continué à m'entraîner beaucoup avec des machines du coup pour essayer de stabiliser mon buste le plus possible, pas avoir de charge sur le dos, etc. Donc ça a été assez difficile. Et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai vu que enfin c'était même, étant donné que j'avais très vite perdu. J'avais fondu parce que forcément je bougeais plus, je m'alimentais plus, hein, j'étais sous perf et tout, donc forcément tu perds très vite. Hein. Donc à partir du moment où après tu recommences à manger entre guillemets normalement et à t'entraîner, bah, tu reprends très vite quoi. Donc en fait c'est ça. Donc au final c'était hyper motivant parce que je voyais que je reprenais très vite. Donc c'était encore plus motivant qu'avant parce que en fait je m'entraînais déjà depuis plus de 15 ans, 20 ans. Tu prends quasiment plus quoi. Faut être clair, quand tu t'entraînes depuis plus de 20 ans, les résultats c'est minime, tu vois, c'est des. Mais là du coup que j'avais beaucoup perdu et le fait de reprendre rapidement, bah c'était hyper motivant. Donc ça m'a boosté, tu vois. Donc c'est ça qui m'a. Ça se voyait dans tes vidéos, tu disais je suis en prise de masse et tout. T'avais envie de les manger tes 400 grammes de riz et tout. C'est ça. Non, j'étais hyper motivé, motivé vraiment. Donc pour moi ça a été plus facile là en fait, même si j'avais toujours les douleurs, même si c'était fallait que j'adapte mes entraînements, etc. Mais ouais, la motivation était plus forte qu'avant, donc pour moi ça a été entre guillemets plus facile. Ok. Donc ouais. Bon là on a vu, on va dire les 20 dernières années. Ouais. Et du coup dans les grandes lignes, parce que j'imagine que tu vas pas forcément tout détailler, mais qu'est-ce que tu voudrais faire pour les 10 prochaines années? Pour les 10 prochaines années, waouh. Bah si tu veux. C'est un peu délicat de donner une réponse comme ça parce que en fait tu sais jamais de quoi l'avenir sera fait évidemment. Mais tu sais on te dit souvent si tu gagnais au loto une somme folle, qu'est-ce que tu changerais dans ta vie, tu vois. Et clairement moi en fait je changerais pas grand chose parce qu'en fait je suis déjà j'apprécie déjà la vie que j'ai aujourd'hui, tu vois. Et je pense que même si je gagnais une somme folle au loto, je continuerai à faire ce que je fais actuellement parce que ça me plaît énormément en fait ce que je suis en train de faire et je me sens utile de construire des choses en fait, de développer des choses. Alors peut-être qu'effectivement j'aurais plus de moyens pour développer d'autres projets qui me tiendraient à cœur, tu vois. Mais fondamentalement, je changerai pas énormément de choses dans ma vie, tu vois. Je pense que je continuerai aussi à faire un petit peu les voyages comme je fais aujourd'hui, à vivre entre Miami et la France, le sud de la France. Parce que c'est ça qui me plaît en fait, de bouger comme ça régulièrement, de pouvoir aussi apporter à mon fils du coup la double culture un petit peu. Donc voilà, le but c'était qu'il soit aussi en naissant il a les doubles passeports, donc lui il part bien aussi dans la vie, tu vois. Déjà pas mal, ouais. Donc il est à la fois américain et français, alors que nous on a galéré pendant plus de 10 ans pour ça. Mais du coup pour moi c'était important et de lui apprendre des bonnes valeurs surtout, ça les bonnes choses. Et puis pour les 10 prochaines années, ouais, pour moi c'est continuer à toujours construire des projets qui me tiennent à cœur, quoi, tu vois. Donc je pense que ça serait toujours dans le fait d'apporter de la valeur aux gens, que ce soit sous forme de coaching, sous forme de transformation physique, sous forme de transformation dans leur business aussi, tu vois. Parce que comme tu l'as vu aussi, je crée des nouvelles formations pour aider les coachs à se lancer et à développer leur business en ligne. Donc je me vois continuer aussi dans cet esprit-là, mais peut-être en faisant plus aussi des conférences en présentiel, etc. Tu vois, en développant toujours plus ce côté-là. Donc je me vois un peu plus faire peut-être plus d'événements dans l'avenir, tu vois, de ce genre de choses. Puis continuer, voilà, à essayer d'apporter le plus de choses possible dans le domaine du fitness, du coaching, de la musculation, des trucs qui me passionnent en fait. Et après voilà, je reste ouvert aux opportunités aussi, tu vois, si je découvre quelque chose qui me
fondamentalement me passionne, je serais prêt à investir dedans, à, tu vois, continuer là-dessus. Et puis, Donc en résumé, continuer à vivre une vie qui t'inspire et où tu te ouais, sens utile, ouais, aligné c'est avec ça. tes valeurs. Exactement, aligné avec mes valeurs et puis que je puisse continuer à profiter de ma famille comme je le fais aussi actuellement. Peut-être d'avoir un peu plus de temps effectivement pour mon fils, même si j'en ai beaucoup plus que je pense que les personnes Ouais. lambda entre guillemets qui ont une vie bien cadrée, métro boulot dodo. Moi j'ai la chance de pouvoir choisir mes horaires, de pouvoir travailler à la maison à mon rythme, de ne pas avoir de réveil à mettre le matin. De pouvoir voir mon fils tous les jours, le voir grandir, de pas avoir à le mettre tous les jours à la crèche comme la plupart des gens font pour pouvoir aller bosser. Donc si on peut le mettre de temps en temps un jour ou deux pour qu'il voit d'autres enfants et tout, etc. C'est super, qu'il apprenne d'autres choses et tout, c'est cool, ça on le fait. Mais après de l'avoir avec nous aussi, de pouvoir lui faire des activités, de pouvoir le voir grandir tout simplement tous les jours et participer le plus possible, et ça c'est génial. Et c'est quelque chose qu'on peut faire que parce que on a du coup créé tout ça. Donc si on était tous les deux salariés d'une entreprise, on pourrait pas le faire. Donc on a cette chance qu'on s'est créée de pouvoir en profiter au maximum, tu vois. Si demain on décide de partir à Miami et de partir aux Keys, à Key West, ou de se faire quelques jours comme ça, de décrocher, on peut le faire du jour au lendemain sans avoir à demander à un patron est-ce que je peux prendre des congés, est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire là. Voilà, géographique, c'est ça, c'est que tu vois, là on est dans notre villa du sud de la France et puis le mois prochain on sera dans celle de Floride et on va faire la même chose. On va toujours pouvoir continuer à travailler en ligne et puis le petit il va aller un petit peu aussi 2-3 jours par semaine à la crèche là-bas pour du coup apprendre l'anglais, l'espagnol. Ils font plein d'activités de fou là-bas, c'est un truc de dingue. Enfin donc il aura cette double culture aussi, il va apprendre plein de choses et c'est ouf. Et ça c'est génial. Donc voilà, en gros comme je visualise un petit peu la suite, c'est toujours des challenges en fait. Je pense que si je pourrais pas vivre sans me lancer de challenges. Donc l'époque des compétitions, je me lançais des challenges dans la compétition. Aujourd'hui, c'est plus des challenges dans l'entrepreneuriat, voilà, la vie de tous les jours, dans le fait d'apporter ce qu'il y a de mieux à mon fils aussi, mais qu'il ait les bonnes valeurs aussi. Donc voilà, c'est ça aujourd'hui, la vie. C'est inspirant parce que c'est la vie que j'essaie de construire. Donc, écoute, j'espère que dans 10 ans, on fera une vidéo en disant qu'on a atteint les objectifs qu'on voulait. Moi, j'espère pas dans 10 ans. J'espère que déjà l'année prochaine, ou même dans quelques mois, on se revoit et que tu me diras que grâce à tout ce qu'on aura peut-être appris ensemble, tu auras réussi déjà à doubler ton salaire que tu as actuellement grâce au coaching en ligne, tu vois. Donc moi, c'est aussi mon objectif. C'est aussi ça, c'est d'apporter à des personnes comme toi la possibilité de faire ce que je fais moi aujourd'hui. Donc moi, c'est ça qui me plaît. Jusqu'à présent, j'ai aidé des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes à se transformer physiquement et aussi mentalement. Et aujourd'hui, je veux en plus de ça les faire en sorte qu'ils arrivent à une liberté financière et géographique aussi, tu vois. Et pour moi, c'est hyper gratifiant d'arriver à faire ce genre de transformation en fait. Donc parce que tu as l'impression d'avoir vraiment changé la vie des gens, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est pas facile tous les jours parce que ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'investissement personnel dans l'équipe, dans plein de choses, c'est beaucoup de temps. Mais après, quand tu vois les résultats de tes clients, de tes élèves, voilà, ça refait ta journée. Tu dis que tu as l'impression de changer leur vie. Alors, pour avoir perdu 23 kilos grâce à toi l'année dernière, c'est pas une impression. Oui, non, ça change vraiment la vie. Ça change vraiment. Et puis, si en plus de ça, en plus de t'avoir changé la vie dans ce côté-là, je peux arriver aussi à changer ta vie, entre guillemets, professionnelle, ça sera encore mieux. Et puis, je pense qu'on est bien parti. Donc, en fait, si tu veux, la perte de poids, ça m'a permis de reprendre confiance en moi. C'est le déclencheur, quoi. Après, j'ai voyagé un peu où là, j'ai découvert que le métro boulot dodo, il y avait autre chose que ça. Il y avait un monde à découvrir. Ça m'a donné envie aussi de pouvoir entreprendre parce que j'ai géré toutes les parties de ma vie. Donc, la diète, l'entraînement, le sommeil, tu vois, toute cette partie-là, en tant que salarié, que je peux gérer. Et je me dis, il me reste encore un boulet au pied où je peux pas encore faire tout ce que je veux. Et j'ai envie aussi d'apprendre à gérer cette partie-là pour pouvoir vivre la vie qui m'inspire. Tu verras, ça, c'est vrai que ça va changer vraiment ta vie complètement. Et puis,
Et il n'y a pas de raison, de toute façon, parce que là, t'as déjà shifté ton mindset dans ce sens-là. Donc, pour moi, t'as déjà fait la grosse partie du boulot. Il y en a beaucoup qui ont du mal encore à faire ce switch. Ouais. Donc, pour moi, t'es sur la bonne voie. Mais c'est dur, parce que je t'ai dit, j'ai vendu ma maison il y a pas longtemps. Je me dis, mais pourquoi je vends ça, quoi? Ma maison, elle est belle, elle me plaît, je suis bien dedans. Bah ouais, mais tu vois, là, aujourd'hui, on est dans une maison qui nous plaît, que aussi n'importe qui aimerait avoir. Mais je me dis peut-être qu'un jour, on la vendra aussi et qu'on repartira à zéro pour faire d'autres projets, tu vois. Ouais. Il faut pas être attaché à des biens matériels, en fait. Bah, c'est ça, c'est ce que je me dis de plus en plus. C'est ça. Donc, en fait, le meilleur bien que tu peux faire, c'est déjà sur ton investissement sur toi et en toi. Vouloir être et ne pas vouloir avoir. C'est ça. Vouloir être, pour moi, ça me semble plus important que vouloir avoir le dernier téléphone, la dernière voiture. C'est ça, exactement. Aujourd'hui, je pourrais tout vendre et repartir à zéro et ça serait un méga challenge hyper intéressant, en fait. Il faut pas être attaché à des biens, je pense, matériels et tout ce que tu as, c'est là-dedans et tu peux tout. Enfin, je pense qu'une fois que tu as atteint le mindset d'entrepreneur et que tu sais ce que tu veux, tu sais là où tu veux aller, tu peux repartir à zéro, reconstruire un autre business derrière et en avant, quoi. C'est ça qui est intéressant dans la vie, quoi. On est bien d'accord. Du coup, on arrive sur la fin de notre échange. Qui tu voudrais voir répondre à ce genre de questions-là pour une prochaine interview? Tu veux dire à ma place? À ta place. C'est toi qui tu voudrais voir. Moi, j'ai une idée déjà. Mais toi, avec qui tu voudrais voir à mes côtés pour répondre à ce genre de questions, pour pouvoir en apprendre un peu plus sur lui? Ça dépend si tu veux que ça soit sur ta chaîne ou ton podcast, quelle tournure tu veux qu'il prenne, en fait. Ça dépend. Est-ce que tu veux que ça soit plutôt business entrepreneurial ou tu veux que ça soit inspirant par rapport au sport, par rapport à... ça serait plus au global, niveau mindset. Au global. Ouais, global mindset, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans le sport. J'ai pas mal d'idées en tête, mais à la limite, c'est peut-être biaisé parce que c'est mes potes, mais ça serait plutôt, justement, des gars comme Alexandre Cormon, tu vois, qui sont un de mes meilleurs amis aussi, qui sont dans l'entrepreneuriat, tu vois, qui est vraiment, pour le coup, qui a un mindset de dingue. Je pense aussi à mon pote Xavier Prétéry, tu vois, notamment aussi, pareil dans le business aussi entrepreneurial et tout ça. Mais après c'est un peu biaisé parce que c'est mes amis qu'on a déjà fait des podcasts ensemble et tout, et donc je connais leur mindset et je sais qu'ils sont voilà, que je sais que quand on est ensemble, on est sur la même longueur d'onde, tu vois. Donc on sait qu'on se comprend même sans se parler. Donc voilà, mais après c'est comme ça. Mais biaisé ou pas, moi ça me va comme retour. Hein. Mais sinon après plus dans le domaine du bodybuilding, bah oui, je dirais pareil, Stan Animal et Théo, parce que pour moi c'est les deux mes deux potes avec qui j'ai vraiment le plus eu j'ai le plus apprécié dans mon parcours. Ils ont été avec moi dans un de mes premiers sponsors aussi. On a été ensemble, on a vécu des choses fortes ensemble et tout ça. Donc et je sais qu'ils ont on s'est connus, on était jeunes, on n'était pas pro et tout ça. Et puis aujourd'hui, bah tu vois, tous les trois on est pro, on est FBB. Stan et Théo, ils sont dans catégorie open aussi, donc les catégories les plus fortes de l'IFBB. Théo, il concourt maintenant au Mister Olympia. Enfin, je vais essayer de le croiser. Voilà, c'est en cours de négociation déjà avec Théo. Ouais, mais c'est clair, c'est des parcours hyper inspirants aussi. Donc pour le coup, t'as le côté mindset dev perso avec donc mes deux potes que je t'ai dit du coup au début, et puis là le côté un peu plus mindset également, mais plus le côté adapté au bodybuilding. Adapté au body, ouais. Okay. Donc pour moi déjà avec ça t'auras fait déjà pas mal plein. Ok, ouais, ça marche. C'est clair. Nickel. Bon, ben merci à toi pour le temps. Merci de m'avoir accueilli ici parce que c'est quand même un endroit assez joli, assez sympa avec les cigales. Malgré le soleil, là, j'avoue que j'ai un petit peu chaud. Ouais, moi aussi, je pense que je suis trempé là. Il fait 35-37 en ce moment. C'est un peu chaud, mais bon, écoute, hein, ça va, on est quand même mieux qu'en région parisienne. Hein. Ouais. Non. Ouais, clairement. Parce que j'ai un petit studio et c'est pas cool encore. Bah écoute, je te souhaite que d'ici quelques années, ça soit toi qui m'invites du coup dans ton chez toi pour me parler de ton parcours. Pour faire la suite de cette vidéo. Pour faire la suite. Ça marche. Merci à toi. Merci à toi. À plus. Bye. J'espère que cet échange t'a plu, qu'il t'a fait réfléchir ou même qu'il a pu t'inspirer. Dans tous les cas, je suis curieux d'avoir ton avis en commentaire. Pense bien t'abonner pour la suite des épisodes et rappelle-toi que tu crois en toi ou non, dans les deux cas, tu as raison. À toi de choisir. Parce qu'après tout, c'est ta vie, ton esprit et tes limites.
Ciao.